Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, je me présente Mariam Benboubakr, présidente de l'Association tunisienne des contrôleurs de gestion et des responsables financiers. Je commencerai tout d'abord par un point technique. Donc, pour les participants, vos micros et caméras sont coupés et il vous faudra les rétablir quand on passera au débat, si vous voulez intervenir, bien sûr. Donc, nous voilà aussi aujourd'hui réunis autour d'une conférence pour parler de la RPA entre mythe et réalité. Une conférence qui est organisée par l'Association tunisienne des contrôleurs de gestion et des responsables financiers en partenariat avec son homologue français, la DFCG, l'Association des dirigeants financiers et des contrôleurs de gestion. Si vous voulez en savoir plus sur la COGEREF, vous pouvez aller sur notre site web cogeref.org. Si vous voulez aussi en savoir plus sur la DFCG, vous pouvez aller sur leur site web dfcg.fr. Donc, je voudrais bien saisir cette occasion pour remercier notre partenaire sur cet événement, la DFCG, notre partenaire également sur bien d'autres événements. Nos partenaires nationaux, je pense aujourd'hui que le comité directeur de l'ENA sera présent parmi nous. Donc, pour nos partenaires internationaux, sans oublier personne, je remercie nos homologues au Maroc, en Algérie, en Afrique du Sud, au Canada, en Italie, en France. J'espère n'oublier personne. Au nom de la COGEREF, de la DFCG également, je remercie nos experts et conférenciers qui ont bien accepté aujourd'hui d'intervenir au niveau de notre conférence. Donc, parmi nous, nous recevons M. Armand Angéli. M. Armand Angéli est président du groupe DFCG International. Il est également président du comité RPA, Automatisation intelligente, Centre de services partagés, externalisation de la DFCG. Et il intervient aujourd'hui comme senior advisor en matière de transformation digitale et de business development international dans ces domaines en France et à l'étranger. Armand est également reconnu comme expert et influenceur. Il intervient souvent dans des conférences internationales. Bonjour Armand. Bonjour Mariam, je suis flatté. Arrête de me jeter des fleurs. Je ne jette pas des fleurs, tu le sais très bien. Alors, nous sommes aussi ravis d'avoir parmi nous aujourd'hui M. Enis Wahebi, expert en développement interne des organisations et en finances publiques, gouvernance locale et évaluation des politiques publiques. Enis est également expert comptable, membre de l'Ordre des experts comptables en Tunisie et membre du comité d'audit et du réseau mondial l'IESCNet. Voilà, j'espère ne pas me tromper. Il a été président de 2008 à 2010. Il est également consultant en fiscalité, montage financier et juridique, organisation, budget et contrôle de gestion. Alors, Enis est également auteur de livres techniques et de manuels sur les IFRS, la comptabilité publique et la gestion des ONG. Bonjour Enis. Bonjour tout le monde. Merci Mariam pour cette présentation. Voilà. Alors, nous avons également le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Mehdi Kato. M. Mehdi Kato est directeur général de Twinkle Consulting et Kadzai Production and Communication. Mehdi est également conseiller d'un certain nombre de structures opérant dans le milieu de l'innovation, des SS2I à l'industrie. Mehdi est également l'auteur de chroniques d'une évolution avortée et de l'éveil. Bonjour Mehdi. Bonjour à tous. Je suis ravi, honoré d'être des vôtres aujourd'hui. Merci. Donc, je finis par recevoir M. Rida Abdelmoula. M. Rida Abdelmoula est expert certifié en lean management. Il est expert auprès d'institutions financières à l'international. Il a enseigné à l'Institut technique des banques de France. M. Rida Abdelmoula occupe aujourd'hui un poste de responsabilité dans le domaine bancaire. Il est également expert en stratégie et efficacité opérationnelle. Il aide des banques en Afrique pour se restructurer et améliorer leur productivité. M. Rida Abdelmoula est également cofondateur de la COGEREF. Il en est aujourd'hui le vice-président. Il a été président, il a occupé plein de postes, président, trésorier et vice-président.
Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Armand Angéli qui va nous faire un exposé pour nous éclairer sur quelques questions par rapport à la RPA. Donc, tout simplement, Armand nous dira c'est quoi la RPA? Dans quelle mesure la RPA diffère-t-elle de l'intelligence cognitive? Quels sont les avantages et les pièges de la RPA? Quels sont les facteurs d'un succès mitigé liés à l'utilisation de la RPA? Armand, je te passe la main. Merci. Merci Myriam. Donc je suis vraiment flatté d'être avec un tel aéropage d'experts. Donc merci encore pour l'invitation. Et donc effectivement, quelques mots sur moi, sur la DFCG. Donc la DFCG, comme Myriam l'a dit, donc, est l'homologue de la COGRF et nous avons une relation partenariale depuis de longue date dont nous sommes très heureux. Et donc, au-delà de, de la DFCG internationale que je pilote, j'anime aussi donc, ce comité d'échange, de réflexion, un vrai think tank avec pratiquement 400 dirigeants financiers qui veulent échanger sur leur expérience bonne et mauvaise autour de la RPA, de l'IA et des CSP. Et d'ailleurs, nous fonctionnons surtout maintenant par table ronde virtuelle, par échange virtuel. Donc, n'hésitez pas, vous tous qui nous écoutez, à rejoindre ce groupe d'échange. Ça ne coûte rien et on y dit des choses très intéressantes. Voilà. Et par ailleurs, je suis au comité de rédaction du magazine de la DFCG qui s'appelle Finance et Gestion. Si vous souhaitez vous-même nous fournir des articles, je serai heureux de les publier. Donc voilà, je vais vous dire effectivement quelques mots sur la RPA, sur donc le contexte de la RPA, où est-ce qu'on en est en France, et ce que je vois au niveau international. Et on verra effectivement comment on peut faire un parallèle avec la Tunisie. Donc je vais passer rapidement donc, quelques slides, encore une fois, pour présenter un peu le contexte. Et le contexte, il est bien simple. J'espère que vous voyez bien mon écran. Le RPA, la RPA, donc Robotic Process Automation, c'est une opportunité fantastique pour démarrer dans l'automatisation. Mais c'est surtout une opportunité fantastique pour les fournisseurs de logiciels RPA, pour les consultants, pour ceux qui organisent des événements. Mais comme il y a un effet de mode, on peut dire dès maintenant que tout le monde n'est pas complètement satisfait de la façon dont la RPA est mise en place et des résultats. Non pas parce que la RPA n'est pas un très bon outil, c'est un très très bon outil. En revanche, de par l'effet de mode, on s'y est engouffré un peu vite. Et donc, on a eu pas mal de promesses de la part des fournisseurs, des consultants. Et donc, c'est pas toujours, on n'a pas toujours atteint les résultats. Cela dit, quand on le fait bien, on peut y arriver et tout le monde peut être satisfait. Comme je le disais, en fait, le marché est surtout intéressant pour les fournisseurs. Hein, les trois gros fournisseurs de RPA, que sont UiPath, Automation Anywhere et Blue Prism, sont passés à des valorisations de plusieurs milliards jusqu'à 10 voire 15 milliards pour UiPath en quelques années, alors qu'ils font à peine des résultats, et que le marché lui-même, il est, selon les analystes, entre 2 et 3 milliards. Donc voilà, vous qui êtes des financiers, 15 milliards de valorisation pour une entreprise et 3 milliards pour un marché, il y a peut-être quelque chose qui ressemble à une bulle. Et, voilà. Et donc, cela dit, le marché croît chaque année, surtout pour les services associés à la RPA. Mais quelque part, c'est aussi une bonne nouvelle pour tous nos amis consultants experts qui peuvent accompagner et aider nos entreprises. Alors, pourquoi la RPA? Tout simplement parce que de tout temps, nous avons voulu transformer nos entreprises, nos fonctions financières, d'abord en centralisant les comptables ou les financiers, ensuite en faisant des
des centres de services partagés, en faisant de l'outsourcing. Ensuite, on a standardisé, on a optimisé avec du lean, mais c'était toujours pas suffisant. Plutôt, on avait d'autres outils, donc on s'est mis à digitaliser, à faire de la dématérialisation. Et puis maintenant, grâce aux outils de RPA, on automatise, on robotise. Et donc la robotisation vient ça démarre, et on va le voir avec la RPA, et ça se décline ensuite vers des outils plus d'IA, et qu'on appelle la RPA cognitive ou le cognitive computing. Donc voilà la pyramide. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que depuis le début, dans les années 90, pour trouver de la productivité, on a surtout travaillé sur les organisations, sur les hommes, en les mutualisant, en les outsourçant, en les mettant dans des endroits un peu plus lointains que nos propres pays. Mais ça a bien fonctionné. Ensuite, on a en parallèle plutôt, on a travaillé sur les processus en faisant du lean, en créant des processus de bout en bout. Et une fois que ces processus ont été mis en place avec des best practices, eh bien, on s'est dit, eh ben, essayons d'utiliser les ERP, les logiciels verticaux pour essayer de gérer tous ces processus. Et donc, on a vu apparaître donc un premier niveau de technologie, les ERP, le cloud et autres middleware. Et très récemment, il y a quelques années, on a vu la robotique apparaître. Et donc maintenant, on essaye de bénéficier de la robotique, du RPA et ses déclinaisons pour transformer ces fonctions de finance. Voilà. Et là, déjà, on peut dire que si vous regardez sur la droite, actuellement, on travaille beaucoup sur la technologie, mais beaucoup moins sur les processus et sur les hommes et les femmes, donc les organisations, et alors qu'il serait souhaitable de travailler sur ces trois leviers. Mais on pourra en parler, je pense que ça pourra faire l'objet d'échanges un peu plus tard. Donc voilà. Et tout ça, pourquoi? C'est qu'en fait, on souhaite avoir des processus de bout en bout où front office et back office n'est plus de limite. Et donc, c'est un seul office, front plus back, avec des données qui vont du client, du fournisseur, vers le fournisseur, sans papier, voilà, comme on dit, en straight through. Ça, c'est l'objectif de toute la transformation qu'on a voulu faire, et surtout maintenant avec la digitalisation et la robotisation. Et si on demande à nos financiers quelles sont leurs priorités, eh bien, on voit que les priorités sont vraiment l'optimisation des processus, et on leur demande avec quel outil. Eh bien, ils nous disent très rapidement avec la RPA et avec après des outils de big data, d'IA, mais jusqu'à présent, ce qu'on a mis en avant, c'était surtout la RPA. Et d'ailleurs, et que ce soit et c'est le cas aussi bien pour les grandes entreprises que pour les PME ETI. Ça, c'est la France, mais on aurait la même chose, je suis sûr, dans d'autres pays, en Tunisie et ailleurs. Donc, les grandes priorités, là, c'était en 2019, mais on a la même chose en 2020, 2021, que ce soit grandes et petites entreprises. On veut digitaliser, standardiser, harmoniser. Et puis, et sur tous les processus, là, vous voyez, hein, à la finance, que ce soit les cycles achat fournisseur, client ou la clôture. Donc, il n'y a pas un processus qui ne fasse pas l'objet de recherche de productivité. Et voilà, je vais passer assez vite. D'ailleurs, ça, pour ceux qui viendront écouter notre financium, donc notre congrès national au mois de décembre, chaque année, nous sortons avec PwC une étude sur les priorités. Là, je peux vous dire qu'en avant-première, donc voilà les premiers résultats sur les priorités telles que constatées par les directeurs financiers. Pilotage de la performance, gestion du cash, stratégie de développement. Et le cash, comme on s'en doute, est apparu comme une plus grande priorité parmi les autres, compte tenu de la crise du Covid. Donc le cash et tout ce qui est gestion du BFR.
Et quand on demande actuellement à nos financiers, dans la crise, dans les priorités, qu'est-ce que vous recommandez? Eh bien, rapidement, on nous dit que le focus, c'est à 78% la digitalisation. Voilà, je suis passé assez vite, mais venez écouter Financière, vous aurez tous les résultats et je pourrai aussi vous fournir ces priorités, ce rapport, quand il sera disponible. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc là, c'était le contexte. On veut vraiment transformer. Alors, une des questions qui se pose, c'est comment on automatise. Et il y a une forte confusion parce qu'on peut automatiser de différentes manières. Bon, on peut créer des macros avec Excel. C'est déjà un premier niveau d'automatisation. Mais on peut faire de la RPA, plus ou moins compliqué. On peut utiliser des outils verticaux. On peut utiliser les ERP, parce que les ERP ont aussi une partie automatisée. Et voilà. Ou bien on peut ne rien faire. Cela dit, vous voyez là-haut, et ça c'est le cas pour la clôture, par exemple, pour le processus R2R, il y a une certaine confusion dans les outils qu'on peut mettre en place, hein, depuis Excel jusqu'aux ERP. Donc attention, et ça c'est surtout, il faut dire ça au niveau des services achats, quand ils font des appels d'offres, ils ne sont pas forcément bien au fait. Et moi j'ai vu des appels d'offres où on mélange un peu tout, depuis le ERP jusqu'à Excel, pour automatiser. Donc du coup on s'y perd. Donc ça, c'est un premier niveau de point d'attention, c'est la méconnaissance des outils et la puissance de ces outils. Et là, je voudrais répéter que on a tendance à aller un peu vite vers l'automatisation sans revoir d'abord les processus qu'on a fait dans le temps du lean management, et il faut continuer à le faire parce qu'on peut automatiser, si on automatise un processus ou une tâche qui sert à rien ou qui est pleine d'exceptions, on n'aura pas beaucoup de résultats. Voilà. Donc, comme on dit en anglais, garbage in, garbage out, si on automatise un mauvais processus. Alors, qu'est-ce qu'un robot? Je me doute que nombre d'entre vous savent ce que c'est, mais je voudrais faire juste un rappel. Un robot RPA, c'est tout, en tout cas un robot, c'est tout simplement émuler ce que fait une personne sur son clavier. Quand elle tape, donc elle tape sur son écran, sur son clavier, pardon, pour passer une information depuis un endroit, depuis une application vers une autre application, depuis un écran vers un autre écran, ou du web vers une application. Donc, c'est vraiment simuler ce que fait la personne sur son clavier. Et ça, c'est, on le verra, à 80% ce que font les robots. Ils le font que c'est en fait, on ne fait que coder une macro dans un langage dit RPA qui crée une macro bête et méchante, pas intelligente, qui ne sait pas gérer les exceptions. On ne fait que répéter ce que fait une personne sur son écran, sauf que on le fait beaucoup, beaucoup plus vite. Et quand on tape sur les clés, on ne se trompe pas. Voilà. Donc ça, c'est la définition d'un robot basique. Et quand ce qu'on fait à l'écran demande du jugement, demande une décision, eh bien, le robot qui a été codé ne sait plus faire. Et donc là, il faut passer à d'autres robots qu'on appelle des robots cognitifs pour mettre effectivement, pour remplacer l'homme quand il fait quand il doit juger de la pertinence de telle ou telle chose. En revanche, quand c'est des tâches routinières qu'il fait à longueur de journée, un robot basique peut le faire, mais on pourra en reparler. Avec les robots RPA, on peut pratiquement automatiser plus ou moins une très grande partie des fonctions, de nos fonctions back-office ou middle office, que ce soit l'informatique, la finance, bien sûr, pour nous, et les ressources humaines. Donc, on ne va pas passer là-dessus, mais il y a pratiquement donc des opportunités sur tous nos processus
qui prennent beaucoup de temps et qui coûtent de l'argent et qui représentent de nombreux collaborateurs. Il faut quand même dire que la robotique a vraiment démarré dans les banques et assurances où il y a des quantités, des dizaines, des centaines de personnes qui font la même chose à longueur de journée. Par exemple, créer des clients, recevoir des demandes d'assurance. Et ça, c'est avec des outils qui sont stables, qui sont toujours les mêmes. Donc, c'est facile à automatiser. Donc, et après les banques assurances, on a vu nos métiers financiers, parce que là encore, nous avons de grandes équipes qui font la même chose à longueur de journée, mettre des choses dans SAP ou qui font des clôtures. Ça, c'est des choses répétitives. Et à partir du moment où c'est répétitif ou c'est stable, on peut l'automatiser. Alors, les robots, comme je le disais, hein, on peut commencer par des simples macros. Ensuite, on passe à de la RPA et ça devient du cognitif. Là, donc la RPA, encore une fois, c'est Blueprint, c'est les plus gros, hein, Blueprint, Automation Anywhere et UiPath, les trois plus gros, avec le leader étant UiPath. Et quand vraiment c'est très compliqué, qu'on fait appel à des outils proches de l'intelligence artificielle, là, il faut plutôt aller voir chez IBM, Watson. Voilà. Et ça, c'est le continuum. Donc, si vous regardez en bas, donc pour automatiser, le continuum, c'est est-ce que c'est la tâche est basée sur des règles, Est-ce que les données sont numérisées, structurées, et est-ce que c'est géré par des hommes? Donc ça, c'est les tâches basiques qu'on peut robotiser au début. Et le nec plus ultra, c'est quand tout est géré finalement par la machine qui remplace l'homme, ou presque. Quand les données qui sont automatisées ne sont pas structurées, c'est-à-dire qu'elles viennent d'écran, elles viennent de PDF, elles viennent de sources complexes, non numérisées, et où il y a beaucoup de jugements. Voilà. Donc ça, c'est le continuum. Et donc on commence par des macros, on arrive à l'IA, selon que les données sont structurées ou pas, selon qu'il y a des règles ou pas dans ce qu'on veut automatiser. Et comme le continuum est très large, eh bien, nombre de fournisseurs se sont mis sur le marché. Donc, vous voyez donc tous ces fournisseurs, depuis donc, en rouge, hein, vous voyez RPA, Cognitive Computing et Artificial Intelligence. Et en bas, vous voyez la gradation depuis données structurées vers les données non structurées. Ça, c'est un axe. Et l'autre axe, c'est tout en haut. Est-ce que c'est basé, est-ce qu'on appuie sur un bouton ou est-ce que ça fait appel, par exemple, à du langage en dynamique pour décider de telle ou telle chose en matière de tâches. Voilà. En matière de RPA, on a démarré avec la RPA très simple, la RPA 1.0, RPA en fait qu'on dit assisté, donc attended, c'est-à-dire qu'on est sur son écran, plutôt que de taper sur les touches, on appuie sur une seule touche qui fait démarrer le robot, et le robot fait le travail à votre place 100 fois plus vite. Et vous pouvez aller prendre votre café, vous revenez, le robot s'est arrêté, et vous recommencez avec un autre robot, et donc c'est vous qui gérez le robot, et ça s'appelle donc des robots attended ou assistés, et ça c'est 80% de ce qu'on voit. Quand le robot travaille tout seul, il est pas assisté, donc il est unattended. Quand les robots travaillent dans le background, non plus sur un PC, mais par exemple sur des serveurs, eh bien, il devient autonome. Et c'est plutôt là où on est actuellement, et en tout cas pour certaines entreprises. Et puis, quand les robots sont vraiment intelligents, eh bien, on appelle ça du robot RPA 4.0, et c'est ce qu'on appelle aussi l'automatisation intelligente. Voilà. Donc, les robots, donc la gradation, hein, là vous voyez, selon qu'il y a beaucoup d'humains ou pas d'humains, on passe
pas de robot jusqu'aux robots non assistés, et on peut avoir des robots qui aident tout ou partie des processus, voilà, donc du rouge ou du bleu, selon la complexité des robots. Donc ça, donc les robots peuvent être assistés, non assistés, et puis quand ils sont vraiment compliqués et qui remplissent des tâches complètes, on les appelle des agents virtuels, et ils peuvent être soit sur un PC, soit dans un serveur, soit chez vous, soit dans le cloud. Et puis la nouvelle forme qu'on voit, c'est des robots qui sont dans le cloud, mais que vous n'avez pas acheté, mais que vous achetez chez un prestataire extérieur et vous payez ce robot as a service. Vous ne payez que pour les minutes ou les heures que vous l'utilisez. En revanche, les robots ont démarré par l'achat de licences de robots. Donc vous achetez une licence et vous payez la licence, elle est chez vous et vous faites tourner vos robots, mais ça peut revenir cher. Donc maintenant, on passe à des solutions de as a service. Encore une fois, il y a quantité de fournisseurs dans tous les sens et ça change. Il y a beaucoup de fusions et acquisitions dans ces domaines et donc les noms qu'on a pu voir, là c'est 2018, mais certains de ceux-là ont été rachetés ou ont disparu et donc selon la classification, eh bien on les voit dans certains secteurs ou d'autres, mais on ne va pas insister là-dessus. Donc c'est juste pour vous indiquer que selon les analystes, on peut les classifier de façon différente, mais ils sont très nombreux. Et il y a malgré tout des classifications qui sont faites par des analystes comme Everest, comme HFS, comme Gartner. Et donc les leaders, hein, vous les voyez là-haut, ça c'était en 2017, donc les leaders dont on a parlé. Mais par exemple, là, vous voyez, il y a Photonomy. Eh bien, Photonomy a disparu les années suivantes puisqu'il a été racheté. Et donc ça, c'était en, en 2018. Le classement a changé, surtout pour ceux qui viennent parmi en bout de classement. Et pareil, en 2020, vous voyez, il y en a qui sont arrivés. Les trois gros sont toujours là. En revanche, il y a des Workfusion qui arrivent, il y a des Antworks qui arrivent, qu'on ne voyait pas avant. Donc ça bouge. Et pour ceux qui suivent un peu l'actualité, il était même question que le leader, la Automation Anywhere, soit peut-être racheté par Salesforce. On a dit que UiPath pouvait être racheté par Microsoft. Bon, après, il y a beaucoup de bruit. Toujours est-il qu'il faut faire attention à ne pas travailler uniquement avec un fournisseur qui pourrait du jour au lendemain soit être racheté ou disparaître. Donc, il faut exercer donc son jugement. Voilà. Alors pourquoi on met un robot, hein, vous voyez d'ailleurs tout en haut, c'est pour le bien-être des collaborateurs, parce que finalement, les collaborateurs, on leur enlève le travail routinier et ils sont normalement très heureux d'avoir un robot qui fait partie de leur travail. Mais il n'y a pas que ça, hein, donc un robot, c'est plus efficace, c'est plus productif, c'est plus précis. Il peut y avoir plus de sécurité, plus de respect des réglementations, parce qu'un robot, quand il est bien programmé, il ne se trompe pas. Voilà. Il ne fait pas mieux le travail que les autres. En revanche, il n'a pas besoin, il ne tombe pas malade, il n'a pas besoin d'aller prendre son café ou de prendre des congés. Donc, il est efficace. Et là, on parle de cost savings, mais on verra si c'est vraiment, est-ce que c'est le cas ou pas. Donc ça, c'est ce que Solvay dit quand il parle du pourquoi de leur robot. Et je vais déflorer un peu le sujet. En fait, si on regarde bien, ceux qui ont vraiment une vision en matière de mise en place de RPA et de robotisation, d'automatisation, la réduction des coûts n'est un objectif que pour 13% des entreprises. Ce qu'on veut vraiment faire avec les robots, c'est accélérer la transformation digitale, satisfaire les clients, parce que les clients peuvent faire des choses sur Internet et non plus avec du papier. Et donc, bien sûr, on est plus productif, mais encore une fois, la réduction des coûts n'apparaît pas comme un objectif direct. Et encore moins, regardez en bas à droite, l'objectif de réduction des effectifs
n'existe vraiment que pour 1% des cas. Et de toute façon, c'est la réalité. Quand on met en place des robots, on a un robot représentant 10-15% du travail d'une personne. Même si on lui enlève 10-15% de son travail, la personne est toujours là. Et donc, il n'y a pas de réduction d'effectifs quand on met en place des robots en règle générale. En revanche, je peux déjà dire que si on a fait du travail, un bon travail de revue des processus pour voir quel robot automatiser, donc globalement, avec la refonte des processus et le bon choix des tâches et des activités à automatiser, globalement, on peut arriver à 30% de productivité, mais pas 30% de réduction d'effectifs. Voilà. La réduction d'effectifs grâce au RPA est très très limitée. C'est l'ensemble qui fait qu'on devient plus productif. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qui va se passer avec le Covid? Eh bien, là, quand on pose la question aux financiers, eh bien, il y a plus de 50% qui veulent continuer à travailler en remote, et que 30% qui veulent, 37% qui veulent rentrer au bureau. Ça veut dire qu'il faut mettre en place des outils permettant d'automatiser ces tâches en remote. Et donc le Covid, heureusement ou malheureusement, a été un fort accélérateur de l'automatisation. Et quand on regarde quels étaient les objectifs de ces outils d'automatisation depuis le process automation jusqu'à des choses comme blockchain, etc. Là où avant, on disait ah, c'est des outils sympas, utiles pour nous aider, eh bien, quand vous regardez sur la droite, eh bien maintenant, depuis que le Covid est là, on dit si on n'a pas ces outils, eh bien, on aura de gros problèmes. Donc, ces outils d'automatisation deviennent essentiels pour la survie de nos entreprises. Attention à ne pas mélanger ce qu'est une tâche et ce qu'est une activité. Un robot ne peut vraiment qu'automatiser une tâche et non pas une activité complète ou un processus complet. Ça a été une fausse promesse ou une promesse mal comprise. Les seuls des ERP ou des applications verticales peuvent automatiser des processus complets. On ne peut pas automatiser un processus qu'avec de la RPA. Première chose. Et deuxième chose, aussi, on a tendance à confondre la licence avec les robots. Vous achetez une licence et avec cette licence, vous pouvez faire tourner des robots, à savoir des tâches. À partir du moment où ces tâches ne travaillent pas de façon concurrente, eh bien, ça peut rester dans une licence. Donc, avec une licence, vous pouvez avoir 5, 10, 100 robots pourvu que ces robots, donc que ces tâches qui exécutent ces robots qui exécutent ces tâches, ne tournent pas en même temps. OK. Alors, deux gros problèmes à avoir en tête pour la bonne mise en place de l'automatisation et de la robotisation. C'est est-ce qu'on a des données en qualité et est-ce qu'on a des données disponibles? Et il faut savoir que dans nos bases de données, la qualité est pas là. Donc, si on met des données qui sont pas fiables en amont de nos robots, eh bien, on aura des sorties pas fiables. Donc, attention à la partie qualitative. Et aussi, les données, à 80%, il faut savoir que les données de nos entreprises ne sont pas des données numérisées, structurées. Donc, il faut pouvoir aller les prendre dans des sources non structurées, des PDF, des écrans, du langage, pour les transformer en données structurées et ensuite pouvoir les assimiler dans les robots. Donc, attention à la qualité de la donnée et la disponibilité. Donc là, c'est une étude d'HFS, encore une fois, qui dit bien que seulement 22% des organisations ont plus de la moitié de leurs données structurées. Donc les données structurées existent en très faible quantité. Et pour rappel, donc vous voyez ce que sont des données structurées ou non structurées. Un email sont des données non structurées. Il faut faire appel
à du Natural Language Processing pour sortir les données, pour analyser des emails, pour savoir ce qu'il y a dedans. Quand vous avez, par exemple, des Bill of Lading pour le Trade Finance, ce sont des choses compliquées, donc c'est semi-structuré. Et parfois, vous avez des factures très, très simples qui sont structurées. Et là, on peut travailler dessus. En revanche, les autres, il faut des outils un peu plus complexes pour sortir les données. Et donc, on passe à ce qu'on a appelé traditionnellement l'OCR, vers des choses qu'on appelle plutôt ICR, Intelligent Character Recognition, qui font appel au machine learning, qui font appel à l'intelligence artificielle. Et on parle là d'intelligent data processing, de cognitive reading. Voilà. Donc l'OCR, c'est bien, mais c'est dépassé pour les données qui sont semi-structurées ou non structurées. Et pour information, les leaders en matière d'extraction de données semi-structurées ou non structurées, c'est des entreprises comme Cofax, Abi, Workfusion, Antworks. Voilà. C'est des noms que vous connaissez. Okay. Et donc là, attention à ne pas tout mélanger. Et donc essayez de bien serrer de quoi on parle, depuis la RPA jusqu'au, par exemple, le Natural Language Processing ou génération. Chacun a sa spécialité. Et donc, on ne peut pas, avec un outil à droite, faire des choses à gauche et peut-être inversement. Donc, il faut vraiment, et là, se faire peut-être accompagner pour bien savoir de quoi on parle, de ne pas tout mélanger, mais il existe malgré tout des classements, d'où l'intérêt d'échanger dans des groupes comme celui de la DFCG. Et maintenant, on parle même ça c'est Antworks qui a sorti ça. Avant, on parlait de technologie neuronale, maintenant on parle de fractal, qui permet finalement de faire de l'intelligence artificielle avec du machine learning qui fait appel à très peu d'échantillons, alors qu'on a tendance à dire que pour faire du machine learning, de l'intelligence artificielle, il faut des données en très très grand nombre. Donc maintenant, il y a des outils permettant de travailler avec moins d'échantillons. Un autre, j'ai parlé de processus. Donc, un des soucis que nous avons, c'est que quand nous démarrons en RPA, on se rend compte que l'outil qu'on a choisi, qu'on a voulu, les tâches qu'on a voulu automatiser, finalement, ont plein d'exceptions. Et donc, les RPA, le robot qu'on a créé s'arrête. Et donc, il faut le mettre à la poubelle. Et donc, ce qui impose qu'on fasse d'abord du process discovery, qu'on fasse du process mining, qu'on comprenne bien le processus avec des outils comme le lean management, mais surtout maintenant avec des outils qu'on appelle process mining. Et donc, ça, c'est des outils que vous verrez de plus en plus. Donc, du process mining, donc avec des fournisseurs tels que, d'ailleurs, ils sont là, tels que Celonis, Software AG, UiPath. Voilà. Donc, de la RPA, la RPA induit l'utilisation de process mining. Et en fait, on devrait même dire qu'avant de faire de la RPA, qui est un palliatif aux tâches qui ne sont pas automatisées par l'informatique, donc la RPA, c'est un palliatif, il vaut mieux utiliser d'abord du lean ou du process mining avant de robotiser avec de la RPA. Et d'ailleurs, si on peut ne pas mettre de RPA, c'est encore mieux. Voilà. OK. Donc, attention aux critères pour choisir les tâches qu'on veut automatiser. Je voudrais rapidement vous dire qu'il est souhaitable de se faire accompagner au moins au début. On ne peut pas prendre la science tout seul. Donc, se faire accompagner par des experts, par des consultants. Et il est souhaitable même que ces consultants vous aident à monter en interne votre propre centre d'expertise, si vous le souhaitez. Et ce centre d'expertise gérera les relations avec les stakeholders, fera le choix des tâches à automatiser. Donc, consultant et ou centre d'expertise, c'est important. Donc, moi, je recommande de démarrer avec des consultants, dans un mode hybride, et ensuite essayer de prendre la science en interne.
Je recommande aussi, et c'est ce qu'on voit, quand on va un peu trop vite, on ne suit pas une bonne gouvernance et à la fin, ça ne le fait pas. Donc, il faut bien réfléchir avant de commencer dans sa robotisation. Donc, la gouvernance est clé. Donc, savoir où on veut aller avec une vision, avec un chemin. Aussi, ne pas considérer que c'est uniquement au métier de faire de la RPA. La RPA, c'est quand même de l'informatique. Donc, il faut bien travailler avec l'informatique, donc avoir un partenariat finance pour nos métiers financiers avec l'IT, donc et avoir par exemple dans le centre d'expertise aussi bien l'IT, donc la DSI, que les financiers. Et alors, j'ai déjà dit que la RPA c'est cher. Effectivement, quand on met bout à bout tous les coûts de licence, de coding, de consultants, d'infrastructures, etc., eh bien, on n'est pas aux quelques centaines d'euros dont on nous parle, mais on arrive à plusieurs dizaines de milliers d'euros, de dollars par robot par an. Donc, ça n'est pas neutre. Donc, attention, les robots, la RPA, c'est pas, y a pas de, c'est cher, ça peut revenir cher. Et donc, ça veut dire que le ROI n'est pas là à prime abord pour la RPA pure et dure. C'est pour ça que, comme je l'avais déjà dit, on voit maintenant de la RPA ou de l'automatisation qui est fournie as a service. Il y a des robots as a service parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on n'a pas les experts, parce qu'on veut démarrer et choisir une bonne technologie sans s'engouffrer trop vite sur le sujet. Donc, automatisation as a service, c'est donc voilà, je pense que je vais. Ouais, ça, c'est un exemple en France, une start-up qui fait de l'automatisation as a service, qui a été reconnue par le magazine Challenge. Donc, c'est pour ça que j'en parle. C'est une start-up de l'année. Et je crois que je vais arrêter là. Pour vous dire quand même, malgré tout, il y a les robots qu'on code depuis le début, mais il y a aussi des robots qu'on peut acheter préprogrammés. Par exemple, là, récemment, j'ai fait des démonstrations à DCG avec des robots intelligents. Par exemple, pour le lettrage intelligent des encaissements, vous n'avez pas besoin de coder le robot. Cette société vous fournit le robot préprogrammé. Ou pareil, si vous voulez contrôler les paiements fournisseurs avec des algorithmes tout prêts, eh bien, vous pouvez aller voir cette société, mais il y en a d'autres qui peuvent vous aider. Donc, il ne faut pas coder depuis zéro. Vous pouvez aussi acheter des robots préprogrammés. Voilà. Écoutez, je vais arrêter là. Et puis, s'il y a des questions, je pourrais revenir sur certaines slides. Je pense que ce qui est plus important, c'est l'échange. J'ai été un peu long, mais je pense que je vous ai donné les données principales du contexte. Et donc, je vous rends le micro. Merci Armand, merci pour cette présentation aussi intéressante qu'enrichissante. Je pense qu'on va passer à la deuxième partie de la conférence pour échanger sur la situation d'automatisation en Tunisie. Et là, je commencerai par Monsieur Mahdi Katou, par une question. La RPA en Tunisie, c'est un effet de mode ou une nouvelle tendance qui révolutionne, d'après vous, les entreprises tunisiennes? Merci beaucoup. Merci. Tout d'abord, Monsieur Angéline, merci pour cette présentation exhaustive. C'est très intéressant parce que finalement, ça permet d'établir une sorte de projection. En Tunisie, il y a eu, dans les années 90, un plan de mise à niveau de l'industrie, des PME également. Et aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, on essaie d'implémenter une nouvelle génération de mise à niveau qui passe forcément, inéluctablement, par la RPA. Le souci, c'est quoi? C'est que d'abord, la RPA ne peut pas être indépendante d'un environnement, d'une maturité, d'un marché
Et aujourd'hui, il faudrait s'attarder, à mon sens, sur d'abord la taille, l'envergure des entreprises locales, des entreprises tunisiennes, et surtout, quel serait le porteur de ce changement. Par exemple, en France, pendant très longtemps, ça a été les DSI. En Tunisie, malheureusement, la nature des structures fait que généralement les DSI ont un rôle à jouer sur le plan technique, mais sur le plan stratégique, c'est plus le top management et la direction générale. Et là, il y a une véritable rupture en termes de cartographie. On a deux générations d'entreprises, on a des générations qui sont là, qui sont établies et qui sont appelées à se renouveler. Et en face, on a des gens qui sont en train d'implémenter les structures aujourd'hui même. Donc, c'est beaucoup plus simple de faire preuve de flexibilité, d'agilité avec des entreprises nouvellement créées qu'avec des entreprises forcément souvent familiales, dans le cadre d'un groupe, etc. Il y a eu de bons exemples. Il y a eu des locomotives en Tunisie qui ont permis justement de porter à bout de bras certains changements et qui ont permis non seulement d'intervenir sur l'entreprise, mais également sur les satellites, sur tout l'environnement, tout l'écosystème dans lequel évolue ce groupe, ce mastodonte. Donc, aujourd'hui, il y a, à mon sens, un souci de pédagogie. Vous savez, le monde de l'entrepreneuriat ou de l'entreprise ou de l'industrie ou autre est intimement lié à la culture aussi. Et en Tunisie, la notion de confort, malheureusement, est prédominante. Donc, l'aptitude au changement est moins prononcée qu'ailleurs. Et il faut énormément de pédagogie. Monsieur Armand Angéli, par exemple, lors de votre présentation ainsi que toutes les conférences dans lesquelles on se croise souvent, Mariam ou nos chers présents, en ce qui concerne l'industrie 4.0, l'RPA, etc. Et à chaque fois, rien que la terminologie, le lexique employé, face à un chef d'entreprise qui n'a pas la capacité d'absorber ces approches-là, eh ben, il y a une rupture qui s'opère. Donc, aujourd'hui, la valorisation de cette implémentation va se faire forcément par la création de champions, d'icônes, de locomotives, des gens qui vont montrer la voie, le chemin. Je ne vais pas m'attarder sur l'aspect technique que vous avez étayé, mais plutôt sur cette capacité de prise de conscience de cet impératif. Winston Churchill disait il faut prendre le changement par la main avant qu'il ne vous prenne par la gorge. Et en Tunisie, justement, on a cette impression perpétuelle qu'il y a encore une marge et que ce n'est pas encore un impératif, mais un choix. Donc finalement, en termes de pédagogie, d'accompagnement, de conseil, il faudrait s'orienter davantage vers les décisionnaires et ne pas prêcher des convaincus. Parce que c'est bien beau de se retrouver comme cette matinée autour de gens qui ne sont pas du tout récalcitrants. Aujourd'hui, je ne suis pas appelé à déployer des efforts pour convaincre M. Angéli ou M. Abdelmoula ou les autres présents, justement, de bien fonder de cette démarche. Donc, ce qui est important à retenir, c'est d'abord la taille des entreprises. Il faut également la génération des entreprises. Quand je dis la taille, aujourd'hui, avec les PME, les TPE en mode survie, avec un environnement, je le disais, on ne peut pas être hermétique à cet aspect-là, qui est assez agressif. Comment faire en sorte de dire à un patron, un porteur de projet, que voilà, c'est une opportunité, ce n'est pas une concession, que ça a une valeur ajoutée, que ça a un impact et que ça peut être des quick wins rapides. Tout à l'heure, vous avez donné des chiffres, vous avez parlé de 10 à 15% de moins de travail pour l'humain, pour justement lui permettre de se redéployer ailleurs et optimiser son apport en tant que tel. Tout le monde n'est pas forcément d'accord. Aujourd'hui, il y a une crainte, une appréhension de la part des syndicats, de la part des partenaires, etc. Et on se dit que justement, le fait de rester dans ce marasme-là permet au moins de maintenir la situation actuelle. Donc, je reviens encore une fois, le meilleur discours
pour prêcher cette cause-là sont les réussites qui portent cette chose-là. Vous savez, Gilles Finkelstein a écrit un livre qui est très intéressant qui s'appelle La dictature de l'urgence. La dictature de l'urgence, justement, permet de mesurer que finalement la planification, la stratégie, les changements apportés au fonctionnement d'une structure ne doivent pas forcément se faire dans le cadre de la prospérité. Et ça, en Tunisie, c'est un fait fondamental qu'on occulte c'est pour ça qu'on retarde à chaque fois l'échéance. Donc, aujourd'hui, vous avez parlé du Covid ou de la Covid comme un catalyseur, certes, mais malheureusement, Monsieur Angéli, c'est sur un aspect de la démarche. Et on a eu un aperçu lors de l'été dernier, lorsqu'il y a eu une accalmie par rapport à la Covid, eh ben, on s'est rendu compte très rapidement qu'il y avait un retour justement aux pratiques ancestrales, entre guillemets, aux pratiques archaïques. C'est que finalement, c'était la détresse et l'urgence qui ont implémenté, ils n'ont pas une conviction profonde de ce besoin de changement global, parce que finalement, qu'on le veuille ou pas, les réussites sont collectives et on ne peut pas aujourd'hui être une entreprise dans un îlot économique ou autre qui soit le seul porteur du projet. Il faut qu'il y ait une vague. Vous avez parlé en utilisant un mot, Madame Beboubakar, qui est la mode. La mode, c'est forcément éphémère. La mode, c'est forcément conjoncturel. Aujourd'hui, comment pérenniser cela? En fait, ce n'est pas une question de technologie. Monsieur Angéli, vous vous êtes attardé sur les différents acteurs de la place, sur les rachats, sur les montages, etc. J'adhère parfaitement. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas la technologie, mais c'est plus le rapport à la technologie qu'il faut valoriser. Parce que, certes, dans les années 90, il y avait une technologie qui a existé. Dans les années 2000, elle a évolué, il y avait une autre technologie. Et finalement, les précurseurs ont toujours été les entreprises qui étaient prêtes au changement. C'est une question d'ADN, c'est une question de culture d'entreprise. Ce n'est pas une question de budget, d'envergure ou alors de technologie. Je vais vous donner un exemple et loin de la RPA. Hein. C'est juste pour dire que, pour parler de la flexibilité d'une entreprise, Netflix à l'époque, eh ben, elle a envoyé une cassette VHS avec deux enveloppes pour regarder le film et renvoyer. Netflix a su évoluer. Finalement, ce n'est pas la technologie. BMW à l'époque fabriquait des moteurs d'avion, aujourd'hui dans l'automobile, etc. On pourrait donner étayer des exemples que vous connaissez tous. Hein. Donc, c'est pour dire que pour marketer un tout petit peu la RPA, ce n'est pas la RPA qu'il faudrait marketer, mais plus la capacité de changement et être à l'écoute du besoin. D'abord, le premier client que sont les ressources humaines au sein de l'entreprise. Vous avez parlé justement, Monsieur Angéli, d'un aspect qui est fondamental, c'est le bien-être d'un employé qui est aujourd'hui saturé, qui est aujourd'hui débordé, qui estime ne pas être valorisé parce qu'on utilise ses ressources et ses moyens dans des tâches qui sont, entre guillemets, ingrates. Donc, finalement, d'abord, l'opération de changement foncier se passe au niveau du top management et il faut véritablement arriver à implémenter ce changement avant même d'arriver à parler de catalogue, de services, de robots, d'outsourcing, etc. C'est autant d'aspects qui sont des réponses à des questions. Mais d'abord, avant d'apporter la bonne réponse, il faudrait poser la bonne question. Merci Mehdi. Donc, je retiens être à l'écoute des besoins, c'est très important. L'aspect culturel également. Maintenant, je passerai vers une question. Vous avez parlé de l'aspect culturel. Enis nous parlera peut-être de l'aspect concret. Où en sommes-nous réellement techniquement en Tunisie par rapport à la RPA? Merci Mariam, merci Mehdi, merci Armand pour les présentations. Ce qui est bien, c'est que je vois qu'il y a une complémentarité entre les deux présentations parce que Armand nous a bombardé d'aspects très techniques
beaucoup de terminologie, de nouvelles termes. Moi, personnellement, je découvre plusieurs termes que je dois vraiment, je dois maintenant me documenter par rapport à tout ça. Mahdi a fait aussi la partie peut-être sociologique, si je peux mettre par rapport au sujet. Moi, je vais essayer d'intervenir en tant que technicien, en tant qu'expert comptable, en tant que quelqu'un qui vit avec les entreprises en Tunisie. D'abord, je vois que l'expérience n'est pas nouvelle. C'est une expérience qui date à peu près de 40 ans maintenant, avec une évolution, bien sûr, qui va en crescendo. Ça touche plusieurs domaines. Ça touche plusieurs domaines aussi pour l'entreprise. Pour ce qui est de mes spécialités dans les finances, la comptabilité, la gouvernance, les risques, la conformité, tout ce qui est de gestion de l'information juridique, de ressources humaines, de supply chain, tout ça, ça touche directement la vie de l'entreprise. Mais un premier constat ou une première, je dirais, conclusion, c'est que l'évolution vers la RPA n'est pas intuitive. Ça ne peut pas être, ça ne peut pas venir d'une manière intuitive, normalement, naturellement. C'est une décision, je dirais même existentielle pour une entreprise et pour la société d'une manière générale, pour une nation. Et la transformation digitale, ce n'est pas quelque chose qui vient avec le printemps. C'est quelque chose qui doit vraiment être décidé et planifié. Autre chose, en Tunisie, quand je discute avec plusieurs entreprises et surtout des startups, il y a beaucoup de gens qui parlent surtout de l'intelligence artificielle. Ça devient un effet de mode. Maintenant, tout le monde parle de l'intelligence artificielle sans peut-être comprendre normalement c'est quoi ou réellement c'est quoi l'intelligence artificielle. Ce n'est pas parce qu'on fait de lignes de code pour automatiser une opération que ça devient de l'intelligence. Je crois qu'on est très loin de ça. Il y a des tentatives chez certaines entreprises, chez certaines startups en Tunisie. Moi, personnellement, j'ai participé dans une expérience avec le site juridoc.tm, qui est un site de gestion documentaire de tout ce qui est fiscal, juridique, social et tout. On a essayé de mettre une petite touche. Je ne vais pas parler d'intelligence artificielle, on n'est pas encore là, mais une petite touche je dirais, d'automatisation. Comment la plateforme elle-même permet d'identifier les textes, de faire les liens entre les textes, de dire que tel texte, c'est le texte d'application d'un autre texte, de dire que tel texte a été modifié ou a été actualisé. C'est déjà beaucoup. Hein, c'est déjà beaucoup pour, dans la labyrinthe réglementaire qu'on est en train de vivre en Tunisie. Ça nous a permis de maîtriser un peu plus la documentation. Ça reste toujours un rêve pour moi et pour toute l'équipe de travailler sur quelque chose qui permet d'améliorer, de rendre le système évolutif de l'intérieur. Par exemple, je donne un petit exemple. Aujourd'hui, on est en train d'analyser les recherches non abouties. Quelqu'un qui fait une recherche, qui ne trouve pas ce qu'il cherche, c'est aujourd'hui l'intervention manuelle. On est en train de voir pourquoi il n'a pas trouvé ce terme ou ce document qu'il cherche. Mais on est en train d'essayer de voir comment on peut automatiser ce processus. Le jour où on aura automatisé ce processus, je crois qu'on va peut-être tuer plusieurs professions ou peut-être anéantir certaines professions pour créer d'autres. La première profession, à mon avis, qui va bientôt finir, c'est la profession du comptable. Le comptable, quand je dis comptable, c'est l'agent de saisie. C'est celui qui est en train de passer des écritures. On a maintenant des expériences sur des entreprises qui sont en train d'automatiser leur système de tenue de comptabilité. Et aussi, même le contrôle. Aujourd'hui, moi, je sais que Mariam aime bien ce terme, le contrôle de gestion, le contrôle de conformité, etc. Et on a eu une expérience avec une banque locale pour automatiser certaines opérations de contrôle.
Sauf que ce qu'il faut souligner ici, c'est que l'automatisation, ce n'est pas la première opération à faire. On a organisé des workshops pour discuter, pour identifier les risques, pour voir quels sont les risques qui peuvent être contrôlés d'une manière automatique, quels sont les contrôles à faire. Et à ce moment-là, on est passé à la deuxième étape qui est l'automatisation des contrôles de conformité et autres. Donc, j'ai essayé avec ces deux expériences de dire qu'on est conscient qu'on doit commencer on est conscient qu'on est dans l'obligation aujourd'hui de prendre un train qui est en marche déjà ailleurs, dans d'autres pays. Il faut beaucoup de, comme vous venez de dire, mes deux collègues, il y a beaucoup d'efforts à faire pour commencer. Il y a des gens qui sont très avancés par rapport à ça. La Tunisie ne manque pas d'intelligence, donc je suis très confiant et très optimiste par rapport à ça. Il faut de la volonté, il faut aussi une intervention technique des professionnels pour le moment, et avant tout, il faut qu'on décide que, je reviens au point avec lequel j'ai commencé, qu'on décide que cette transformation est importante et je dirais même vitale aujourd'hui. Voilà, pour une première intervention. Merci Enis. Je note que vous avez dit tout à l'heure que la profession de comptable va disparaître. Je pense qu'il y a certains métiers qui ne vont pas disparaître complètement, mais d'autres verront le jour. C'est important de noter, je pense, n'est-ce pas? Sinon, il y a des gens qui vont craindre la technologie d'automatisation. Et ça rejoint l'aspect culturel dont nous parlait un peu M. Mahdi Katou tout à l'heure. Donc, pour revenir vous avez parlé de votre expérience, etc. Je vais me retourner vers M. Rida Abdelmoula. Je sais, Rida, je sais que vous avez une expérience très intéressante dans le secteur bancaire à travers l'automatisation de processus d'une banque. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre retour d'expérience et nous citer d'autres cas d'usage en Tunisie qui seraient considérablement optimisés par l'usage de la RPA? Merci, Mariam. Bonjour à tous. Donc, bonjour. Effectivement, moi, je vais vous en parler d'une expérience et je vais vous surprendre parce que, effectivement, comme l'a dit Anis, il est confiant qu'il va y avoir des expériences dans le futur. Je dirais même dans le passé et dans le présent, on a une expérience et je dirais même, Armand, tout à l'heure, il a parlé de RPA 4.0. Nous y sommes. Nous avons une expérience qui utilise même le RPA 4.0, c'est-à-dire ce n'est pas le RPA classique, mais avec de l'intelligence artificielle. Donc, il y a de l'RPA intégré à l'intelligence artificielle. Comment on a mis en place ce processus? C'est à l'occasion du lancement d'un projet dans une banque, effectivement, on a trouvé qu'il y a des tâches transactionnelles qui sont répétitives, consommatrices de temps, et vraiment sans valeur ajoutée. On a dit, voilà, maintenant, puisque nous, on compte effectivement passer d'une agence centre de production à une agence complètement commerciale, axée vers la fonction commerciale, il faut qu'on trouve une solution à ces activités transactionnelles. Bon, je vais citer, c'est le processus chèque. Le processus chèque, malheureusement, ça nécessite beaucoup d'intervention parce qu'on doit d'abord récupérer les chèques des clients, les scanner, ensuite saisir toutes les informations, le montant du chèque, la date d'émission, le numéro de compte du client, etc. Et ça prend énormément de temps. On a essayé d'automatiser. Bon, si on va automatiser, c'est-à-dire ou bien automatiser ou externaliser. La première phase, on a dit on va externaliser. OK, puisque l'agence, ça sera un centre, plutôt un point de vente, c'est-à-dire axé sur la fonction commerciale, il faut d'abord sortir cette activité des agences. Mais il ne suffit pas parce qu'on ne gagne pas en productivité. On va déplacer une activité d'un endroit à un autre. On a dit non, il faut maintenant passer à un écran supplémentaire, c'est-à-dire il faut automatiser. Mais comment automatiser la saisie? C'était la grande question. Effectivement, puisqu'on parle d'intelligence artificielle et de l'OCR, ICR, comme l'a dit Armand,
on a dit pourquoi pas utiliser la technique de l'IDCR, c'est Intelligent Character Recognition, c'est-à-dire on doit reconnaître toutes les données qui sont inscrites manuellement sur les chèques. Et ça, c'est un grand challenge. Pourquoi? Parce que, vous savez, les écritures diffèrent d'une personne à une autre. On reçoit des milliers de chèques par jour et il y a des milliers d'écritures, des milliers de signatures, des milliers de... Donc, c'était, voilà, on a beaucoup misé sur l'intelligence artificielle avec un apprentissage. Le système, il apprend tout seul l'écriture des Tunisiens. Parce que ça a été mis en place ailleurs, mais pour vraiment adapter ça au contexte tunisien, il nous a fallu beaucoup d'efforts pour que ce système, ce robot logiciel, puisse reconnaître l'écriture des Tunisiens et on substitue la saisie manuelle humaine par des robots logiciels qui vont reconnaître eux-mêmes les écritures sur les chèques et introduire tout ça dans notre système d'information. Et vraiment, c'était un challenge. Avant de commencer ce projet, moi, je me suis dit, c'est un rêve. Et ça, si ce rêve, ça va se réaliser, ça sera extraordinaire parce que ça, pour la banque, parce que effectivement, on va gagner au moins 80% de productivité. Et c'est le cas aujourd'hui, on peut en parler aisément. Nous avons réalisé sur ce process une amélioration de 80% en matière de gain de productivité. Voilà. Maintenant, la question qui se pose, OK, on a réussi de faire tout ça, mais c'est vrai, on a réduit les effectifs, mais la crainte, il faut une bonne conduite du changement. Il y a l'aspect RH qu'il ne faut pas négliger. Nous, on a assuré nos employés, on leur a dit, effectivement, avant, vous êtes en train de faire des tâches répétitives sans valeur ajoutée et qui sont consommatrices de temps. Demain, on va vous apprendre de nouvelles fonctions qui sont axées sur la fonction commerciale. Et puisque notre slogan de départ, transformer une agence centre de production vers un véritable point de vente, ça sera la meilleure occasion pour que vous puissiez transformer en des vrais commerciaux. Et c'est ce qu'on a fait avec un travail de conduite, de changement, de formation, tout ça. Eux, ils étaient très contents parce qu'ils ont changé d'activité. Au lieu des activités à faible valeur ajoutée, maintenant, ils sont plus utiles pour la banque. Ils travaillent sur des activités commerciales qui apportent de la valeur, qui apportent du revenu, qui apportent du PNB. Et c'est parmi vraiment les choses qu'on a réussi. Et surtout, c'est vrai, ce genre de choses ne doit pas se faire sans l'appui, comme l'a dit bien Mahdi, le top management. Donc, pour réussir ce type de changement, s'il n'y a pas derrière vous le top management, ce processus peut ne pas aboutir. Voilà, peut-être, voilà, c'est l'expérience qu'on a vécue. Je peux vous en parler plus dans le détail, mais vraiment, je vous dis que c'est un gain qui est conséquent. Et l'effet, il est extraordinaire et le retour sur investissement, il est immédiat. Voilà. Merci Rida pour ce témoignage et ce retour d'expérience. Je vois que vous avez réussi, donc je ne sais pas si c'est passé d'une manière très fluide, c'est une réussite, il n'y a pas eu de difficulté? Aucune difficulté? Comme je l'ai dit, la première difficulté, c'est qu'il faut réussir, qu'il faut que le robot logiciel qu'on a conçu, il faut que vraiment le taux d'erreur soit le minimum possible. Parce que l'avantage de ce robot logiciel, c'est qu'il va améliorer la qualité et surtout la fiabilité. Parce que si ce robot logiciel il va reconnaître un montant de chèque erroné, ça va impacter un peu la qualité de service. Donc, c'est ça les difficultés. Il faut que ce qu'on va mettre en place comme robot logiciel, il est fiable. C'est un challenge qu'on a réussi. Ça, c'est le premier challenge. Le deuxième challenge, c'est les ressources humaines. Parce que les gens, on a gagné 80% en productivité. Il y a des personnes qui sont redéployées. Et ce redéploiement, il doit être vraiment suivi de près et tranquilliser les gens parce qu'ils vont dire carrément, voilà, on va perdre nos emplois. On leur a dit non, on a besoin de toutes nos compétences et c'est une occasion maintenant, on va se développer. D'ailleurs, je ne vous cache pas, on a ouvert des agences sans recruter des gens. Pourquoi? Parce qu'on a de l'effectif qu'on a disponibilisé et qu'on va redéployer vers la fonction commerciale. Voilà. Merci Rida. Ce que je retiens depuis tout à l'heure, c'est des mots dans votre intervention. Vous avez des verbes transformés, passés. Vous avez parlé aussi de conduite de changement.
Du coup, je me dis que depuis les années 90, le mot changement et changement de paradigme sont devenus d'un usage si banal qu'un jour, on en arriverait à dire changer, c'est la nouvelle stabilité. Et là, je vais m'adresser à Monsieur Armand Angéli afin que ces progrès ou, entre guillemets, ces révolutions, si on peut le dire technologiques, ne s'accompagnent-elles pas de révolutions dans les méthodes de management? Oui, merci. En fait, je suis heureux d'avoir entendu tout ce qui a été dit parce que ça correspond exactement à la façon dont il faut procéder. Les entreprises que j'ai pu voir n'ont pas suffisamment réfléchi en amont et se sont engouffrées dans la RPA sans que le top management soit convaincu ou pire, que le top management ait été convaincu qu'il va obtenir 90% de productivité en claquant du petit doigt. Donc, il faut vraiment faire attention à ça ne pas croire à tous les marchands de rêves. Et un autre point aussi qui a été indiqué, c'est le change management. Bien préparer le change management, bien accompagner, bien expliquer aux collaborateurs qu'effectivement, dans certains cas, leur poste peut disparaître, mais dans la grande majorité des cas, le poste ne fait que se transformer et devenir plus intéressant. Parce que quand on supprime 10-15% des tâches d'une personne, la personne est toujours là et la personne fait des choses moins rébarbatives. Effectivement, si on lui enlève 80% de ses tâches, la personne disparaît. Mais ce n'est pas ce qu'on voit. Donc effectivement, c'est un projet. C'est un projet à mener top-down, un projet à mener avec la RH, un projet à mener avec la DSI. Et ce n'est pas un projet uniquement DSI. Donc il faut impliquer tous les métiers. Et puis, on a aussi parlé d'expertise, de formation. Je voudrais dire que d'un côté, les personnes qui voient leur poste changer peuvent effectivement se former, mais je dois aussi dire que ce qu'on voit, c'est que la RPA, qui finalement n'est pas si compliqué que ça, et on peut s'y mettre quand on a un minimum de formation métier ou IT. On télécharge ces logiciels de RPA, on peut se former, on peut suivre des MOOC locaux ou internationaux, et on peut devenir rapidement presque un expert de la RPA, parce que tout le monde se dit expert, mais il y en a très peu. Donc, ceux qui actuellement veulent changer de poste, qui n'ont pas de poste, eh bien, ils peuvent se former. Et donc, socialement, c'est aussi une façon d'améliorer, de s'améliorer. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Mais globalement, effectivement, c'est un projet qu'il ne faut pas sous-estimer. On ne fait pas de l'automatisation comme ça, sur un coin de table. Il faut bien réfléchir et avoir une bonne démarche de gouvernance. Et ça passe par la direction générale. Merci Armand. Nous resterons dans le même peut-être contexte. On parlera encore de changement. Et là, je vais m'adresser à M. Mahdi Katou pour lui demander, quand on parle de changement, quelle que soit la nature du changement au sein d'une entreprise, normalement, cela pourrait impacter les relations au travail. Donc, ma question serait, c'est comment adapter sa culture d'entreprise pour profiter au mieux de la RPA, selon vous? M. Abdemoul a soulevé un point essentiel, c'est la conduite du changement. Hein. On ne va pas réinventer l'eau tiède, en fait, comme on a vécu les différents changements préalables dans le cadre d'une entreprise. Et là, c'est un choix stratégique entre l'évolution et la rupture. Donc, soit c'est une entreprise qui se dit, voilà, moi, à partir du 1er janvier 2021, je bascule dans un autre mode totalement et avec une autre manière de faire, etc., et avec d'autres outputs. Ou alors, c'est vraiment un process qui va prendre son temps, murer, maturer et permettre justement aux gens, aux différents intervenants d'absorber ce changement. La pédagogie, lorsqu'on parle de pédagogie, la pédagogie, elle est multidimensionnelle. La pédagogie, elle n'est pas seulement destinée
à l'RH, au DSI, au public, aux consommateurs, mais elle est également avec les employés, avec les différents intervenants. Donc, aujourd'hui, cet accompagnement, ce n'est pas des mots. Vous savez, le souci et le constat qu'on fait par rapport aux différents changements fonciers en Tunisie, et notamment la RPA, c'est qu'on en parle trop, on n'en fait pas assez. C'est qu'à un moment, c'est trop de mots, c'est trop de discours, c'est trop de conférences, c'est trop de communautarisme dans le sens très péjoratif du terme, où tout le monde se rencontre pour aller parler de ses ambitions, de ses aspirations, mais on a du mal à aller convaincre les plus récalcitrants, on a du mal à aller chercher les plus sceptiques, et ça, c'est le rôle de beaucoup d'intervenants, hein. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, sur la place, une fois j'ai assisté à une opération bancaire qui était très intéressante. D'accord? La banque, dans ce cadre-là, elle intervient comme garant. Comment cela? Généralement, on a une communauté de convaincus qui se retrouvent dans une salle dans le cadre d'une conférence et tout le monde parle la même langue. Mais il y a un obstacle, il y a une muraille entre justement les différentes générations, j'en parlais tout à l'heure, et les différents intervenants. Par contre, lorsqu'une banque vient, ce qui a été fait, et organise une conférence avec ses plus vieux clients, de grands groupes archaïques, qui sont encore en train de gérer les entrants et les sortants avec des stylos verts et rouges, et qui ramènent ses plus jeunes clients, de magnifiques start-upers, des SS2I, des gens qui offrent des solutions telles qu'étaient présentées par M. Angéli, et qui leur disent, voilà, le fait de cohabiter, de créer ces interconnexions, de créer ces synergies, permet aux uns d'aller chercher de gros marchés pour les jeunes entrepreneurs, et également permet aux autres de faire un lifting et d'apporter véritablement de la technologie qui a une valeur ajoutée certaine. Et c'est là qu'interviennent ces sortes d'agora modernes. C'est là qu'interviennent quelque part les gens qui sont redevables de jouer les zones tampons entre les différents intervenants qui sont chacun sur une planète aujourd'hui. Il y a des DSI qui n'ont jamais eu accès au directeur général, qui n'ont jamais pu se mettre autour d'une table avec le directeur général. Donc, chacun est sur sa planète. Donc, à un moment, le DSI n'est pas là à vérifier si la fibre optique fonctionne ou si les ordinateurs sont correctement installés. Donc, à un moment, responsabiliser les gens, porter les projets, convaincre, fédérer, inspirer, c'est autant de termes qui semblent être galvaudés, mais pas du tout. On est dans la pratique concrète. Tout à l'heure, avec M. Waheb, vous avez dit, allez, on va passer au concret. Mais ça, c'est du concret. Quand on va au bureau le matin et quand on trouve quelqu'un qui n'adhère pas au changement qui a été planifié dans la boîte sur 2020-2024, comment le convaincre du bien fondé de changer lui-même de vocation? Le redéploiement évoqué par M. Abdelmoula, certes, mais aujourd'hui, c'est une richesse pour l'entreprise. C'est des marchés en plus, c'est un aspect concurrentiel. Si l'employé sait que sa boîte fait, allez, 6 millions de dinars de chiffre d'affaires annuel, par exemple, il sait qu'avec ces changements, l'entreprise va pouvoir aspirer à un autre palier et atteindre les 20-25 millions de dinars. Et ben, il se dit, moi, je vais grandir avec cette boîte-là. C'est une pérennité, c'est une sécurité, surtout dans des temps de détresse. Donc, finalement, pour synthétiser, récapituler, revenir un tout petit peu, aujourd'hui, il faut marketer le changement. Et la RPA notamment. Il faut impliquer les gens dans ce changement, dans cette réflexion en amont. Aujourd'hui, automatiser certains aspects du travail, montrer la plus-value, la valeur ajoutée. Et je ne le redirai jamais assez, pour véritablement montrer les réussites, il faut arrêter d'en parler et le faire partiellement sur une boîte, sur un service, sur un département, sur un groupuscule qui est plus flexible que d'autres, etc. et généraliser par la suite. Créer de mini-laboratoires, que ce soit au niveau des entreprises et surtout, montrer que c'est accessible, que ce n'est pas l'exclusivité d'un grand groupe qui est pérenne, qui a 50 ans d'existence et qui a plus de 300 entreprises. Ce n'est pas l'exclusivité d'un secteur comme l'industrie pharmaceutique ou l'industrie bancaire. Absolument pas. C'est accessible au commun des intervenants de la sphère économique
et industrielle. Donc finalement, arriver à désacraliser quelque part cette notion de changement et d'implémentation de la technologie, au contraire, permettra de démocratiser, de vulgariser le changement. Après, il y a des discussions à faire, il y a des préalables, il y a des prérequis, il y a une manière de faire, il y a aussi une envergure, des paliers, etc. Bien sûr que moi, en tant que petite entreprise PME ou TPE, je ne vais pas aller implémenter un ERP ou un robot qui est un coût exorbitant, de quoi déstabiliser mes finances, bien évidemment, mais il y a toujours moyen. Donc, avant d'aller opter pour la bonne technologie, il faut d'abord être convaincu que la technologie, qu'il faille avoir la technologie. Donc, je vous rejoins. J'essaie vraiment, je fais un effort de ne pas faire cette immersion en tant que chef d'entreprise et les opérations qu'on a pu mener nous-mêmes ou avec différents clients, mais surtout comment mener le changement. Parce qu'aujourd'hui, en 2020, on parle d'un changement, on sera appelé à faire la même chose en 2024. Et ce qui est magnifique avec le changement, avec la technologie, c'est qu'on peut sauter une génération. C'est qu'on peut basculer, on peut avoir raté le premier train, il y a un second qui arrive. Donc, c'est un peu le métro parisien, la technologie. Et ça, c'est un avantage de taille. Il faudrait que les gens en prennent conscience à un moment. Et encore une fois, arrêter d'en parler et le faire. Merci Mahdi. Moi, je retiens vraiment, on en fait trop et on en parle trop et on n'en fait pas assez. C'est ce que vous avez dit. Et vous avez aussi parlé de chacun est sur sa planète. Et là, j'ai vraiment envie de poser une question à M. Enis Wahabi. Sachant que Enis, il opère aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Il opère dans le secteur public. Et là, je voudrais lui poser la question, comment évaluez-vous la maturité du secteur public en matière d'automatisation des processus comparé au secteur privé? Surtout que tout à l'heure, vous avez parlé d'intervention manuelle, etc. Est-ce qu'on parle trop au niveau du secteur public de changement, de transformation digitale, mailing, etc. Est-ce que c'est réellement ça, la transformation digitale? C'est réellement ça, la RPA? Écoute, Mariam, ça sera un témoignage de citoyen, mais pas vraiment un avis d'expert dans le domaine, parce que ce qui manque, c'est aussi un travail de recherche empirique. On ne peut pas se hasarder pour donner des conclusions par rapport à ça d'une manière comme ça. C'est des avis personnels. Mais je vais commencer par une petite anecdote ou par une petite expérience personnelle. J'ai eu une petite d'eau il y a quelques semaines à la maison du côté au niveau du Cantel, mais du côté de la Sonnette. Armand Sonnette, c'est notre régie des eaux en Tunisie. Alors, comme un bon citoyen connecté 3.0, 4.0, j'entre dans la plateforme de la Sonnette et j'introduis une réclamation. Puis une deuxième, puis une troisième. Je crois que je suis arrivé à 5 ou 6, puis un rappel par mail, un deuxième, un troisième. Et puis, je discute avec quelqu'un qui travaille à la Sonnette. Il me dit, mais nous, on n'intervient pas pour réparer, on n'intervient pas sur le terrain suite à une réclamation sur Internet. Et je me suis posé la question, mais pourquoi la Sonnette lance un service numérisé ou digitalisé de gestion des réclamations s'il n'y a pas derrière le suivi nécessaire? Moi, je dirais que le problème, c'est un grand problème je reviens à ce qu'a dit M. Kato, c'est un problème général, en fait. C'est un problème, c'est pas seulement un problème de process seulement, mais c'est un problème général, parce qu'aujourd'hui, on veut bien être digitalisé, on veut bien être à la génération 4.0, mais réellement, on est resté dans l'effet d'annonce. Je donne un autre exemple, Digigoo. Digigoo, aujourd'hui, c'est une calvaire pour les entreprises tunisiennes. Vous imaginez qu'aujourd'hui, pour accéder à Digigoo, il faut payer. Et pour payer, il faut accéder à Digigoo. Mais on est on est piégé aujourd'hui avec une volonté d'aller très vite par rapport à la digitalisation, sans une vraie vision
ils sont une vraie feuille de route. Et vraiment, je vois Armand qui commence à bouger. Oui, j'aimerais bien avoir votre avis aussi par rapport à ça. Sincèrement, je n'ai pas la réponse, mais j'ai essayé de donner quelques exemples de ma vie quotidienne pour dire que je crois qu'il faut revoir, il faut une autre méthodologie et il faut laisser de côté l'effet d'annonce. Nous avons un site interactif, nous avons des services digitalisés et tout, et revoir toute la chose dès le début. Merci Enis, j'espère que vous m'entendez bien. Armand, voudrais-tu ajouter quelque chose ou Monsieur Mahdi Kato? Attendez une minute, on a un problème par rapport au son, s'il vous plaît. Alors, on va passer à Armand, puis à Monsieur Mahdi Kato. Voilà. Ok, non, non, effectivement, je ne peux souscrire, et je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Gestion du changement, c'est très important. Avoir une stratégie, une vision, et que ça vienne d'en haut. J'insiste sur le fait que il faut vraiment faire le tri dans ce qu'on vous dit et de ne pas accepter des marchands de rêve, et donc bien comprendre la terminologie, parce que ça semble compliqué, mais en fait, ça ne l'est pas. Il faut vraiment essayer de comprendre, se faire accompagner ou parler avec ses pairs pour savoir de quoi on parle. Et j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas attendre un ROI quantitatif immédiat, mais plutôt parler de ROI qualitatif, de conformité, de qualité de vie au travail, de transformation digitale, et non pas uniquement de ROI, de retour sur investissement cash. Et puis, encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il faut revoir les processus et pas essayer d'automatiser sans refondre les processus, simplifier les processus. Et puis, comme ça a été dit d'ailleurs par quelqu'un qui nous écoute, il faut absolument que ce soit piloté par les métiers avec la DSI ou ensemble, et pas en faire un projet purement DSI. Il faut vraiment que les métiers prennent ça à leur compte. Et en fait, là, je viens de lister tout ce qui fait que la RPA, dans certains cas, ne fonctionne pas. Mais quand c'est bien fait, comme c'est fait dans ce qui a été dit donc dans la banque, là, il y a de très bons résultats. Voilà. Merci Armand. Mahdi, moi je voudrais revenir avec toi pour un témoignage, si tu pourrais nous le donner, sur ton avis sur la maturité du secteur public en matière d'automatisation en Tunisie. Sommes-nous vraiment chacun sur sa planète? Justement, vous avez évoqué le secteur public. Malheureusement, l'usage du secteur public a été galvaudé et détourné. Je m'explique. Le rôle étatique est extrêmement important, mais pas à travers le prisme de l'assistanat, pas à travers le prisme de le service public doit pouvoir employer les gens, recruter, etc. Pas du tout. Mais c'est au même titre que les grands groupes existants sur la place économique. Pourquoi ça? Parce que il y a tout un tissu économique qui se nourrit exclusivement d'un client exclusif, à savoir soit un grand groupe, soit alors l'État. Donc l'État a la capacité de donner le temps, a la capacité d'orienter et d'accélérer le changement. Lorsque moi, je mets comme condition sine qua non de collaboration, de coopération avec les différents partenaires, fournisseurs, etc., justement, la mise en place et l'implémentation de process et de technologies, eh ben forcément, ça va créer un effet boule de neige, ça va permettre de générer une certaine émulation. Sauf que là, ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, imaginez ce second sur les 10 plus grands groupes. Si en France, le CAC 40, les boîtes du CAC 40 disaient, voilà, on ne bosse plus qu'avec des entreprises qui pourraient être dans cette optique-là, qui fournissent tel service à travers tel mécanisme, etc. Forcément, c'est toute l'économie qui va en suivre. Parce que le CAC 40, c'est certes les plus grandes entreprises en France, mais c'est surtout des dizaines et des milliers d'écosystèmes derrière. Donc finalement,
c'est cet effet que je prône côté étatique et côté grand groupe également très établi, parce que tous les prestataires, tous les fournisseurs, tous les partenaires vont suivre et emboîter le pas. Et il y a une grosse opération également à mener en termes de sensibilisation par rapport à la notion de l'urgence. La détresse et l'urgence ne peuvent pas justifier l'inertie, ne peuvent pas justifier l'inaction. Donc maintenant, et on est redevable justement de montrer qu'il y a un moyen de faire. Je vais vous raconter une anecdote, comme l'a fait M. Wahebi. Il y a quelques années, c'était en 2013 je crois, avec des partenaires, on a été voir une société de paris tunisien. D'accord, c'est la seule société de paris tunisien. Pour leur dire, voilà, c'est devenu archaïque, même l'entreprise qui fournit les machines ne les construit plus, ne les répare plus. Quelle a été la réponse du monsieur? C'est que j'ai 57 ans, 3 ans me séparent de la retraite, je ne vais pas entamer un tel chantier maintenant. Donc finalement, cette audace, cette volonté, elle doit être collective. Il faut qu'il y ait une sorte d'épée de Damoclès, il faut qu'il y ait une sorte de pression invisible pour pousser les gens à ce changement, et on le voit. Et là, c'est très dépendant de l'ambition de la structure et des personnes qui portent la structure. Pourquoi? Parce que si l'ambition est juste le marché local, on tient une petite officine sur un marché très restreint, c'est normal qu'on ne soit pas contraint à évoluer, à changer. Par contre, si on est véritablement porté à un déploiement vers l'international, on est soumis à une certaine compétitivité, on est redevable de garder des parts de marché, en arracher d'autres, et bien là, l'ambition devient le catalyseur du changement, parce que ça devient des conditions sine qua non. On assiste à des appels d'offres à l'international par rapport à la sustainability des entreprises, par rapport à la technologie des entreprises, par rapport à beaucoup d'aspects. Donc, finalement, quand on est dans un environnement qui n'impose pas cette marche en avant, on n'est pas amené à le faire. Et quand on est véritablement dans cette démarche, enfin, un dernier point, il faut qu'il y ait les partenaires aussi qui contribuent à ce changement. Par exemple, il faut qu'il y ait une facilité particulière avec un secteur bancaire pour opérer des changements, pour vraiment gratifier les friands de changement, véritablement de ressources et de moyens et de célérité, de traitement de dossiers, etc., un accès à des crédits, un accès à des fonds, etc., qui permettent de mener à bien ces changements. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'on octroie, par exemple, des crédits au même titre pour un changement foncier d'une entreprise portée vers l'avenir pour aller chercher de nouveaux marchés, comme une extension d'un bâtiment lambda dans une banlieue industrielle. Donc, finalement, il faudrait également réfléchir, également, quand je dis préalable et prérequis, à ceux qui sont redevables d'être des leviers, à ceux qui sont redevables d'être des rampes de lancement de ce changement. La carotte peut aider parfois. Hein. Merci Mehdi. Donc je retiens qu'il ne faut pas être finalement pour le secteur public, entre guillemets, un gouvernement de pompiers. Bien au contraire, il faut bien s'y préparer. Et donc, tout à l'heure, Enis, il disait, on en a parlé, que la profession de comptable va disparaître, etc. D'après mon propre retour d'expérience, il y a quelque chose, disons, dont on doit parler, c'est la crainte des gens, des partenaires, des collaborateurs au sein de l'entreprise, la crainte que la technologie d'automatisation vienne remplacer l'humain. Armand, pourrais-tu nous dire, en France, qu'est-ce qui se passe exactement par rapport à ce volet-là? Je ne peux que confirmer que seule une partie des tâches, même des comptables, disparaît puisque automatisée, mais les comptables sont toujours là. Ils ont simplement des fonctions plus intéressantes et ils doivent se concentrer sur ces tâches plus intéressantes et faire plus d'analyses que d'aller chercher des données pour les mettre dans une database. Donc, on ne vit pas, en tout cas, moi on ne vit pas dans nos entreprises
auprès de nos comptables, même les experts comptables, ou les comptables de base, on ne voit pas de grosses transformations ou de disparition de la fonction comptable. Je m'adresserai à Riva, peut-être parce que tout à l'heure, il nous a fait un exposé sur son retour d'expérience. Par rapport à ce volet humain, est-ce que vous avez eu ce genre de crainte au niveau de la banque? Effectivement, mais c'est ce que M. Kato il nous a parlé, c'est la conduite de changement. Il faut vraiment mettre l'accent sur l'aspect RH et tranquilliser les gens parce que, comme on l'a dit, ça va être suivi, la mise en place d'un RPA, par une réduction certainement des effectifs, surtout qu'on a réalisé des gains de productivité de 80%. Et comme je l'ai dit, il faut que ces gens-là, on leur dit que vous allez vraiment abandonner les tâches répétitives qui sont sans valeur ajoutée pour vraiment les transformer à travers une vraie conduite de changement, de la formation, de l'accompagnement à vraiment des tâches qui sont à plus valeur ajoutée, qui apportent du revenu. Vous connaissez tous, les tâches de back-office, ils sont plutôt centres de coûts, mais les tâches de front-office sont centres de profit. C'est eux où on vend les produits et les services de la banque. Et transformer quelqu'un qui est back-office vers un commercial, c'est vrai, ça doit passer par plusieurs étapes, mais il faut réussir à le faire. Sinon, le projet, et comme l'a dit bien Magato, si le management il vous supporte dans cette démarche, ne vous craignez pas parce que le message qu'ils vont donner au personnel, c'est un message très fort. On a besoin de vous. On ne va pas jeter à la porte n'importe quelle personne. Au contraire, on a besoin de toutes vos compétences. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner des tâches à plus forte valeur ajoutée. Une fois c'est axé sur ça, ils vont suivre. Peut-être le mot-clé dans tout ça, il faut les impliquer. Vraiment, l'implication, c'est le mot d'ordre. C'est-à-dire, si on implique les gens dès le départ de la mise en place du projet, et ils vont suivre un peu étape par étape, ils se sentent eux-mêmes concernés et ils vont être un acteur du changement. Tu vois, on va les transformer en tant que quelqu'un, un simple employé qui fait des tâches manuelles répétitives, vers un acteur du changement. Et ça, c'est le point clé. C'est ce qu'on a réussi à le faire. Et à ce jour, je rencontre des gens dans le couloir, ils me disent merci beaucoup, hein, j'ai changé de métier, vraiment c'est extraordinaire. Et ça, c'est la clé de réussite de ce type de démarche. Voilà. Merci Rida. Je pense que à la fin de cette conférence, pour pouvoir donner un peu de ton au débat à nos participants, la dernière chose dont on pourrait parler, quels seraient en 2-3 mots, ça je m'adresse à l'ensemble des conférenciers, vos conseils, vos recommandations en tant qu'expert, en tant que chef d'entreprise, en tant que journaliste, par rapport à une implémentation efficace de la RPA en Tunisie et aussi sur le plan international. Alors, je commencerai par Monsieur Mehdi Katou. Voilà, réactiver le micro. Comme on le disait, hein, on risque de se redire encore une fois, en fait, casser des dogmes. Casser des dogmes, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que le changement est inaccessible, que le changement coûte cher, que le changement est l'exclusivité d'une certaine catégorie sectorielle ou alors de taille et d'échelle d'entreprise. J'estime encore une fois, je disais qu'il y avait des intervenants qui pouvaient être les facilitateurs, et M. Abnoula en fait partie. Hein. Ensuite, adapter le discours, le vulgariser, le simplifier. Parfois, les gens dans l'ignorance disent non. Les gens dans l'impossibilité de décoder un discours, eh ben, le refutent. Et quand on est face à un chef d'entreprise qui n'est pas forcément d'ici, qui ne parle pas la même langue que M. Angeli ou que vous-même, il faut arriver à expliquer comme on expliquerait un enfant de 4 ans, en fait. Et là, quel que soit le récipiendaire de la chose. Donc, quand on a une communauté d'employés, quand on a la conduite de changement dont on parlait tout à l'heure, quand on a le top management, il y a un autre discours. Quand on a des clients, c'est un autre discours également. Donc, et surtout, comme le disait M. Angeli,
le changement est graduel. Il peut s'implémenter petit à petit. Personnellement, je ne prône pas la rupture. Et la rupture est un fantasme, en fait. Et c'est un fantasme dont on sort souvent déçu. C'est une sorte d'utopie, de chimère. Donc, croire qu'on va aujourd'hui laisser l'entreprise dans une situation le vendredi soir et venir le lundi et trouver une entreprise transfigurée, ça relève de la science-fiction. Donc, aujourd'hui, être convaincu qu'il faut être dans la construction, dans l'édification, l'implémentation de la technologie est justement dans l'édification. Et l'édification prend du temps sur plusieurs aspects. Donc, à mon sens, il y a des choses à faire et j'estime que la Tunisie est un énorme bac à sable, hein, parce qu'il y a des possibilités énormes et surtout, il y a beaucoup de bonne volonté, mais aujourd'hui, il faut traduire la bonne volonté en faits concrets au niveau des chefs d'entreprise, au niveau du secteur bancaire qui est essentiel, au niveau des agences gouvernementales, par rapport à ce qui a été dit et ce qui a été fait plus d'une fois avec l'API, par exemple. Donc, autant de maillons de la chaîne qui sont prêts et on n'arrive pas à trouver ce liant. Et en fait, ce qui fait la richesse d'un collier, ce n'est pas les perles, c'est le fil. Donc, aujourd'hui, trouver ce fil qui arrive à valoriser l'ensemble des actes disparates, on est un peu comme des pièces du puzzle, hein. Chacun fait son truc dans son coin. On a véritablement besoin d'une force motrice qui mobilise tout ce beau monde. Et c'est possible. C'est possible au niveau, par exemple, des enjeux sectoriels. Aujourd'hui, l'UTICA ou la Connect peuvent jouer un rôle, hein, qui est important avec la Fédération du textile, peuvent jouer un rôle sur plusieurs aspects dans ce sens-là. Donc finalement, si on procédait à chaque fois de cette manière-là, en montrant aussi, en valorisant, en mettant en avant loin de la théorie théoricienne, mais plutôt concrètement la valeur ajoutée des uns et des autres, eh ben, ça permettra, à mon sens, de faire bouger les choses très, très rapidement. Merci Mahdi pour ces précieux conseils. Je passe la main à M. Enis Wahebi. Enis, donc en 2 mots, tes recommandations ou conseils. Merci Marim. Bon, un premier point que je voudrais bien évoquer, c'est quand j'ai dit que c'est la fin de certaines professions comme les comptables. Oui, mais avec une petite précision. Je ne parle que de la saisie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a jamais la technologie n'a été destructrice de valeur, mais plutôt il y a des professions qui sont éteintes, mais d'autres qui sont nées avec plus de défis, plus de valeur ajoutée pour l'humanité. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, on est devant un défi majeur en tant qu'humanité d'une manière générale, et bien sûr en tant que Tunisien, comme on fait partie de l'humanité. C'est le défi de l'intelligence humaine. En fait, l'intelligence humaine devant cette évolution remarquable de l'intelligence numérique. Deuxième point, ou de recommandation, aujourd'hui, on a besoin de politiques publiques orientées vers l'encouragement du passage vers la transformation digitale, une vraie vision nationale avec des encouragements. Je dirais même qu'on aura besoin aujourd'hui d'un programme mise à niveau 4.0. On n'a pas besoin seulement de machines, mais on a besoin aussi de beaucoup d'immatériel, beaucoup de travail sur tout ce qui est technologique, tout ce qui est technologie avancée. Dernier point, sans faire la dichotomie entre le public et le privé, je parle de tous les secteurs publics et privés, administration, entreprise privée, entreprise publique, etc. On a besoin aujourd'hui de success story, on a besoin de modèles, parce que, vous savez, la nature humaine, on est en majorité suiveur. On a besoin d'entreprises, comme elle a fait par exemple la Poste à un certain moment, avec une évolution, un saut très géant en termes de digitalisation. On a besoin aussi aujourd'hui d'un autre saut dans le domaine d'automatisation et d'intelligence artificielle. J'espère qu'on aura
peut-être un ou deux exemples dans le secteur public, un ou deux exemples dans le secteur privé, et ce qui va ouvrir la porte pour tout le monde pour évoluer. Et merci beaucoup. Merci Enis. Donc Rida, un dernier mot. Rida, on ne t'entend pas. Tu peux réactiver le micro, s'il te plaît? Rida? Ça va. C'est bon? Voilà. C'est bon. Juste voilà, pour vous dire juste deux mots réellement. Donc, il y a pour moi un projet RPA. C'est un projet qui vise l'amélioration opérationnelle d'un processus de bout en bout et qui va apporter une amélioration significative en matière de qualité. Donc, ça va améliorer la qualité. Ça va réduire les coûts et améliorer les revenus. Et en matière de délai et risque. Vraiment, c'est ces 5 dimensions sur lesquelles le projet RPA il peut intervenir et apporter de la valeur. Et tout ça, c'est avec le plan support du management et qui sera relayé par des acteurs du changement à haut potentiel. Vraiment, pour résumer un peu l'ensemble, le retour sur investissement et les facteurs clés de réussite pour réussir ce changement. Voilà. Merci. Merci Lida, merci Armand. Un dernier mot? Ah d'accord, je passe le Armand, après je reviens vers toi, Mahdi. Non, mais je pense que tout a été dit. Je rajouterais, je pense que M. Katou l'a un peu dit, il faut y aller graduellement, commencer par des quick wins, comme on dit, démontrer justement l'intérêt de ces outils. Et ça pourra vous surprendre, mais ici en France, et surtout grâce à la Covid, on voit de plus en plus de personnes qui s'adaptent à la RPA, aux robots, à tel point qu'on est en train de parler de démocratisation, vraiment démocratisation de l'automatisation. Et tout comme dans les années 80-90, on disait, et on n'y croyait pas, que tout le monde aurait un PC sur son bureau dans quelques années, eh ben, je pense que dans quelques années, tous les collaborateurs auront un robot à leur disposition pour faire le travail qui ne leur plaît pas. Donc, c'est une révolution, une petite révolution qui n'est pas terminée. Merci Armand. Je passe la main à M. Mahdi Katou. Mahdi, peux-tu réactiver ton micro, s'il te plaît? Hop. Voilà, on y arrive. En fait, c'est juste pour un dernier point. M. Ahib a soulevé, a dit qu'on avait besoin d'une plus forte implication, d'un véritable programme de mise à niveau. Je veux juste dire que ça existe. C'est ça le camp. C'est qu'il y a beaucoup d'initiatives en Tunisie, beaucoup d'efforts qui sont déployés, beaucoup d'énergie également qui est déployée à travers l'État, les acteurs privés, les différentes structures, les partenaires internationaux en fait, qui font un travail formidable, mais sauf qu'il faut arriver à faire converger les efforts. Et là, il y a un souci de coordination qui est assez exacerbé. Il y a un souci justement de lecture, d'avoir un tableau de bord général. Donc, finalement, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de volonté également. Arriver à réunir tout ce moment et surtout avoir un échéancier, avoir des actions concrètes plus globales, plus impactantes, serait, à mon sens, un très bon début pour la RPA. Merci Mahdi. Donc à la fin de cette conférence, ce que je retiens par rapport à vos conseils, donc c'est le fait de casser les dogmes, c'est que les politiques publiques devraient encourager le passage à la transformation digitale. Enis a parlé de l'intérêt d'avoir des success stories aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Ça, c'est pour vulgariser leur expérience. Être à l'écoute des besoins. Il faut aller, comme a dit Armand, graduellement. Donc en Tunisie, nous on dit bchouaya, bchouaya. Démocratiser la démocratisation de l'automatisation et la forte implication qui existe déjà. Donc, à la fin de cette conférence, moi je dirais je suis optimiste pour la Tunisie. D'ailleurs, des bonnes nouvelles n'arrêtent pas de couler depuis quelques jours. Donc, déjà, la Tunisie, je ne sais pas si vous le savez, Armand, elle est en tête des pays d'Afrique en matière de progression sociale. D'après l'indicateur de progrès social, elle est placée à 55e place cette année sur 163 pays.
Donc, je reste optimiste pour la Tunisie par rapport au développement économique et social et espérons que ça s'améliore. Donc, nous allons passer au débat. Si jamais il y a une question, là, je m'adresse aux participants. Je l'ai déjà écrit par message privé. Je leur prie de nous envoyer un message pour qu'ils puissent intervenir. Et là, ils pourront réactiver leur micro et leur caméra. Donc, en attendant, je passerai par un témoignage de M. Mortar Khalel qui dit que pour la réussite d'un projet RPA, il faut qu'il soit piloté par les métiers avec l'appui de l'IT. L'RPA est certes une solution IT, mais elle représente avant tout un nouveau worker digital qui intègre la structure. Donc ça, c'est un témoignage. Si vous voulez dire quelque chose par rapport à cela, les conférenciers. C'est tout à fait ça. Rien à rajouter. Monsieur a raison. D'accord. Donc, Monsieur Foued Ziedi, merci donc pour votre présence. Donc, il dit qu'il aimerait bien intervenir, bon, mais il a dû quitter. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc on peut clore cette conférence. Donc, je vous remercie infiniment. Je vous remercie au nom de la COGEREF, au nom de la DFCG, pour votre participation, pour vos interventions très intéressantes. Donc, il y aura une rediffusion de cette conférence en ligne sur nos différents canaux sociaux, site web, Facebook, LinkedIn, Twitter. Et je remercie également toute l'équipe COGEREF pour la collaboration. Je n'oublierai pas tous les membres de la COGEREF, je ne vais pas citer, sinon je vais oublier. Donc, je vous remercie et au revoir. À bientôt, merci. À bientôt, merci.